Dans une chaumière communautaire chaleureuse située sur la rive nord, deux familles dressent une table. Poisson, fromage, coupes en bois, poignées de main. Silence autour des cuillères. Il s'agit d'un mariage pacifique, l'union de deux clans, où l'accord est conclu aujourd'hui, mais où il n'y aura pas d'intimité physique. Les cadeaux ont déjà été comptés, les témoins ont été désignés, mais le plus important n'est ni le festin, ni le lit. Le plus important, ce sont le papier et le cachet, qui décideront de l'avenir et de la frontière entre la volonté de la famille et celle des adultes. Je vous souhaite la bienvenue. Veuillez indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette émission, de quelle ville ou village. Je vous souhaite une écoute paisible. Voici l'histoire de la façon dont le Nord a appris à mesurer le consentement, non pas par la voix de la foule, mais par la lettre de la loi. Lorsque les cavaliers des envoyés royaux ont pris la route vers le nord, ils apportaient non seulement le pouvoir, mais aussi une nouvelle mesure du mariage. Le roi, surnommé le Réformateur, pour avoir révisé les lois, a rassemblé les statuts disparates dans un livre unique du royaume. Cette codification a rendu les transactions familiales habituelles visibles pour les tribunaux. Qu'est-ce qu'une fiançailles? Quelles sont les limites de la dot? Qui a le droit de s'opposer? Quand est-il permis de reporter la vie commune? Le principal changement résidait dans le fait que le mariage n'était plus une décision du clan ni un simple échange de cadeaux, mais le résultat de la volonté mutuelle des parties adultes, consignée sous une forme reconnue par l'Église et la cour royale. Ce livre a été en vigueur pendant des siècles et est devenu une habitude en soi, comme un poteau de mesure dans une grange. Mais le texte royal ne flottait pas dans les airs. À côté de lui se trouvait celui de l'Église. Bien avant l'unification du Nord, les canonistes avaient formulé le principe suivant. Le mariage fait l'accord de ceux qui en sont capables. Les promesses secrètes étaient condamnées, mais la volonté des parties, exprimée de manière appropriée, était considérée comme décisive. Les seuils minimaux étaient liés à l'âge de la maturité. Environ 12 ans pour les femmes et environ 14 ans pour les hommes. Les fiançailles, en tant que promesse de mariage futur, étaient autorisées plus tôt, mais la vie commune devait être reportée jusqu'à la maturité. Cet ensemble de règles strictes était une arme contre l'ordre ancestral. S'il n'y avait pas de consentement, il n'y avait pas de mariage, quel que soit le nombre de témoins réunis autour de la table. Dans la pratique, cela ressemblait à un long parcours à travers les pièces et les livres. Tout d'abord, le tang, ou la table paroissiale. On y consignait l'intention. On vérifiait la parenté et les obligations. On notait les conditions des dons et de la dot. Ensuite, on publiait l'intention afin que quiconque puisse faire valoir un obstacle. Enfin,
la consécration religieuse de l'union. Pas une cérémonie fastueuse, mais une série de formalités à l'issue desquelles les parties sont considérées comme mariées, de droit et non de fait. Et c'est précisément là que la routine judiciaire nordique a donné un résultat inattendu. Les tribunaux ont appris à séparer temporairement les lits, reconnaissant le mariage comme valide, mais la vie commune comme prématurée. Si l'une des parties déclarait que le clan pressait et que l'intimité physique devait être reportée, le tribunal appliquait la doctrine ecclésiastique selon laquelle les mariages prématurés ne devaient pas devenir une vie conjugale avant d'avoir atteint l'âge requis. La forme publique protégeait mieux de la pression familiale que les cris sur le seuil de la porte. Dans les affaires nordiques, cela était appelé différemment, mais l'essence était la même. L'union comme fait juridique, oui. Le lit commun, après. L'enregistrement indiquait les délais, les témoins, les obligations en matière d'entretien et de restitution des cadeaux, afin que l'intimité reportée ne devienne pas un motif d'oppression. Les détails économiques étaient également mentionnés. Le montant du cadeau du matin, l'ordre de disposition d'une partie des biens par la partie qui insiste sur le report, et la responsabilité de la famille en cas de tentative de renverser la décision par la force. Ainsi, le mariage pacifique se transformait en un accord sans scène et sans humiliation. Les adultes gagnaient du temps et le tribunal restait un observateur, prêt à intervenir si la famille commençait à faire pression. La construction ne reposait pas sur de belles paroles, mais sur deux piliers. Le Code royal définissait la juridiction et la forme. La procédure ecclésiastique définissait les limites de la contrainte, où le consentement pouvait être confirmé et la proximité reportée sans honte. Le conflit avec la coutume se poursuivait. Il ne pouvait être annulé d'un simple trait de plume. Lors des Tingas, les anciens continuaient à prononcer des discours sur l'honneur de la famille et les avantages de l'union. Mais désormais, les parties adultes disposaient d'une nouvelle voie. Une objection écrite, suivie d'une vérification de la forme, puis d'une protection temporaire contre la discipline familiale. Les procès-verbaux indiquaient volonté confirmée, vie commune reportée jusqu'à la maturité, biens sous inventaire, intervention de la famille limitée, tentative de violence qualifiée d'affaire pénale et non d'éducation. À ce stade, le mythe selon lequel le mariage est un acte de volonté clanique se heurtait à un document stipulant que le mariage est le résultat du consentement des personnes et non d'une assemblée. Le Nord n'est pas soudainement devenu plus doux. Il a simplement reçu un outil grâce auquel la pression clanique cessait d'être la seule option. C'est là l'essence même de la création de loi. Fournir une procédure par laquelle les adultes peuvent exprimer leur volonté par le mariage et non par la négociation. Si l'on poursuit, la partie suivante ira plus loin. Comment exactement
le tribunal reportait l'intimité conjugale. Quelles notes la paroisse prenait? Comment les cadeaux étaient comptés? Comment les tentatives de contourner le report étaient punies? Et comment le livre royal interagissait avec le droit des terres voisines? Plus loin, tout devenait encore plus austère et par conséquent plus efficace. Le mariage cessait d'être une scène pour se transformer en une série d'étapes difficiles à tromper avec les grands noms de la famille. Tout d'abord, la table communautaire consignait la promesse, non pas comme un résultat définitif, mais comme une intention assortie d'une liste de conditions. Qui apporte les dons? Où est conservé le coffre contenant les clés? À qui revient le don du matin? Qui est responsable de l'entretien quotidien si la vie commune est reportée? Ensuite, la paroisse annonçait l'intention afin que chaque adulte puisse faire valoir un obstacle. Parenté par des liens interdits, litiges financiers non résolus, vœux antérieurs, violence, maladie cachée. Ce n'était pas un spectacle, c'était l'air qui aérait la pièce avant que les gens ne s'y installent. Ce n'est qu'après cela que le document était transféré dans le registre de l'Église, où le mariage devenait une forme reconnue par le tribunal et non par la foule. Dans ces mêmes liasses, le papier permettait d'arrêter le mouvement vers le lit si l'une des parties déclarait subir la pression de sa famille ou craindre une intimité prématurée. Le tribunal ne détruisait pas l'union, il érigeait une barrière à l'intérieur de la maison, fixait un délai, désignait des témoins et énumérait les obligations d'entretien afin que le lit reporté ne se transforme pas en punition. La codification royale agissait comme un artisan sec. Elle supprimait les gestes superflus et fixait l'instrument. Des phrases types sont apparues dans les registres urbains et ruraux. La volonté des parties est reconnue. Aucun obstacle n'a été identifié. La vie commune est reportée jusqu'à l'âge de la maturité. Les biens sont décrits. Le coffre contenant les clés est laissé à la partie qui insiste sur le report. Toute tentative de contrainte est passible d'une sanction devant un tribunal civil. Toute violation de la forme ecclésiastique est passible d'une pénitence. À côté, il y avait la comptabilité. Combien coûte l'entretien d'une maison sans lit? Qui paie les témoins? Qui conserve les sceaux? Qui a le droit de présenter l'inventaire au tribunal? Une telle procédure semble insensible jusqu'à ce que l'on comprenne l'essentiel. Sans ces lignes, les deux parties n'ont pas de souffle, seulement des cris, les leurs et ceux des autres. Ici, c'est la procédure qui prend le dessus. Les tribunaux du Nord savaient considérer l'union autrement que du point de vue de la famille. Dans les registres, on trouvait des affaires où la vie commune était reportée en faveur d'une femme adulte qui invoquait la pression et la souffrance, et des affaires où la même protection était accordée à un homme adulte que la famille utilisait comme un instrument politique. La simple possibilité que le consentement vienne des deux personnes concernées, et non de la salle des témoins,
brisait la vieille musique de la pavane clanique. Les tribunaux ont également remarqué l'aspect économique de cette musique. Si l'union était conclue pour la paix entre les cours, le report de l'intimité exigeait la protection de la dot, afin que la famille ne punisse pas la stubbornness silencieuse par la faim et le froid. Les décisions comportaient des dispositions sèches. Laisser le coffre, ne pas toucher aux clés, ne pas expulser, payer le feu et le pain, conserver les vêtements et la literie intacte, indemniser les pertes si la famille tentait d'initier une correction de comportement sous prétexte de sollicitude. Puis venait un revirement préparé, dans lequel le livre royal s'appuyait sur un principe ecclésiastique. Le mariage est fondé sur la volonté et non sur la violence, et toute tentative de forcer la vie commune transforme le conflit conjugal en affaire pénale. Le Nord connaissait le mot « enlèvement » non pas comme un acte romantique, mais comme un délit grave. La capture d'un adulte contre sa volonté était punie d'une peine de prison et d'une amende. Et si l'acte était accompagné de menaces ou de dommages, la peine était alourdie. Le tribunal, qui reportait le lit pour protéger la volonté, avertissait en même temps tout transfert indépendant du lit dans la maison, sans procédure, serait considéré comme un crime et non comme une insistance familiale. Cela semblait sévère, mais il n'y avait pas d'autre solution. La frontière entre le report et l'abus est mince, et elle ne repose pas sur de bonnes intentions, mais sur un sceau et une clé. Un autre revirement concernait le mythe selon lequel le Nord tolère les rites secrets, si tout le monde est satisfait du résultat. Les documents voyaient les choses autrement. Un mariage secret sans publication des intentions, sans vérification des obstacles et sans témoins n'était pas considéré comme un mariage. Même si les participants étaient adultes, et même s'ils pensaient que c'était plus honnête devant Dieu. Une telle union était facilement rompue, et ses participants étaient soumis à une nouvelle procédure. Le silence n'était pas considéré comme une vertu, mais comme un point faible propice à la violence. La publication des intentions était un bouclier, et non une humiliation. Tout ce qui pouvait être contesté devait être dit avant que la maison ne devienne matrimoniale. Sur ce point, le livre de l'Église et le texte royal étaient d'accord. La forme est plus importante que le romantisme, car la forme protège les faibles. Le troisième tournant se produisait lorsque la famille tentait de garder le contrôle par le biais de dons. Les dons des coffres aux étables constituaient une partie importante des alliances, et le clan voulait en disposer si la vie commune ne se concrétisait pas en temps voulu. Les tribunaux tranchaient calmement cette question. Les cadeaux remis en relation avec la promesse de mariage restaient à la partie qui n'avait pas enfreint la forme. Toute tentative de les récupérer sous prétexte de punition pour indécision était qualifiée d'abus de pouvoir avec remboursement de la valeur et pénalités supplémentaires. L'économie de l'Union cessait ainsi d'être un bâton et se transformait en une somme d'obligations vérifiables sur papier. Le sang-froid de cette comptabilité
était plus redoutable que n'importe quel discours menaçant. Il privait le clan de la possibilité d'exercer une pression par la misère. La confrontation entre l'unification nordique et la procédure ecclésiastique a donné lieu à une autre mesure sévère. Le droit de vivre séparément tout en conservant le mariage. Dans certaines affaires, les tribunaux confirmaient l'union, mais jusqu'à ce que l'une des parties atteigne la maturité, ils prescrivaient de vivre sous le même toit, mais sans lit. Les dépenses communes étaient comptabilisées, la maison était protégée contre les intrusions. Les visites de la famille étaient limitées. Toute tentative de truquer l'affaire était interprétée comme une violation de l'ordre judiciaire. C'était une vie ennuyeuse et difficile, mais elle était préférable à une issue rapide imposée par le clan. Dans certains cas, les dates des examens médicaux chez un médecin de confiance étaient consignées, non pas pour s'introduire dans la maison, mais pour que le tribunal dispose d'un enregistrement incontestable. Il n'y avait pas de contrainte, le lit n'avait pas été touché, la maison était nourrie, les biens étaient intacts. Le pouvoir n'idéalisait pas les gens, il les comptait. Si le clan tentait de contourner le report par la rhétorique, la paroisse exigeait une nouvelle déclaration d'intention. Si le clan tentait de contourner le report par la force, le représentant royal transférait le litige dans le domaine civil et infligeait une sanction pour violence. Ces mécanismes fonctionnaient parce que le livre royal avait inscrit dans le tissu quotidien non pas des slogans, mais des rôles. Qui écrit, qui vérifie, qui garde les clés, qui est responsable du feu et du pain, qui indemnise si un dommage survient malgré tout. Dans ce schéma, le plus effrayant n'était pas la punition, mais la prévisibilité. Le clan savait à l'avance que le tranchant du couteau ne menait pas à la raison, mais à une ligne dans le registre et à une sanction, et que la pression exercée par la pauvreté menait à la même ligne. Le Nord aimait parler d'honneur, mais c'était le papier qui y accordait le plus de valeur. Dans les affaires où la proximité différée se transformait en une longue pause, les tribunaux protégeaient de la réputation des deux parties par une inscription. L'union est reconnue, le lit est fermé, la calomnie est interdite. La propagation de rumeurs sur l'infériorité est punissable. Dans ce passage, le mot « consentement » prenait une autre dimension. Il s'agissait non seulement de la volonté de s'unir, mais aussi de la volonté de déterminer le rythme de cette union. Les adultes avaient le droit non seulement de dire « oui », mais aussi de dire « plus tard », sans risquer d'être crucifiés sur la place publique par les ragots et les sanctions familiales. Et tout cela parce que la codification royale permettait de mettre légalement une barrière en bois entre la maison et la foule. Lorsque les anciens statuts des terres voisines entraient en jeu, la procédure nordique ne prétendait pas que le monde s'arrêtait à la frontière. Si l'union était conclue entre des familles de zones juridiques différentes, la paroisse et le tribunal vérifiaient la compatibilité des formes et exigeaient que la procédure
soit ramené à un dénominateur commun. Publication de l'intention selon nos coutumes. Vérification des obstacles selon nos listes. Interdiction de vivre ensemble avant la maturité selon nos règles. Non, ce n'est ni de la fierté, ni de la force. C'est l'habitude de protéger les adultes de la même manière, tant qu'ils franchissent la même porte. Dans de tels cas, la politique clanique aimait particulièrement raconter des histoires selon lesquelles les lois étrangères ne comprendraient de toute façon pas l'honneur nordique. Le document répondait par des chiffres. Combien de conflits ont été résolus? Combien de foyers ont échappé à la violence? Combien de cas ont donné lieu à des indemnisations sans honte? Les histoires perdaient face aux chiffres. Il existe une partie obscure de cette routine, dont les chroniques ne font que mentionner brièvement. Parfois, le rapport ne permettait pas d'échapper à une intervention brutale. Parfois, le clan tentait de s'introduire dans la maison et de rétablir l'ordre à sa manière. Parfois, un adulte était retiré de la protection et renvoyé dans la maison familiale, où la menace était dissimulée derrière des paroles sur le devoir. Ces affaires ne se terminaient pas dans les pages de l'Église, mais dans la liste séculière des punitions. Elles étaient consignées sans détail, ce qui avait été fait, par qui et quand, quelles sanctions avaient été infligées, quels dommages avaient été réparés. Les tribunaux devaient sauver la face lorsque la famille exigeait l'indulgence pour la paix et que la partie lésée craignait de faire du bruit. La procédure royale révélait alors son aspect le plus effrayant, son indifférence aux belles paroles. Elle regardait le sceau, la clé, le coffre, la mention de la publication, la ligne concernant le rapport. Si tout cela était présent, alors toute paix arbitraire se transformait en arbitraire punissable. D'un autre côté, tous les rapports n'étaient pas éternels. Dans les cahiers, on trouvait des notes indiquant qu'une fois arrivés à maturité, les parties confirmaient leur volonté de vivre ensemble par une procédure religieuse. Non pas une fête, mais à nouveau une liste d'étapes. Le tribunal fixait la date, la paroisse enregistrait l'acte, les témoins signaient, le coffre était réinventorié, le don matinal était confirmé, la maison passait de l'état d'attente à un régime familial normal. Une telle issue ne devenait pas une légende, elle passait inaperçue aux chroniqueurs, car elle ne comportait ni sang ni scandale. Mais ce sont précisément ces dénouements silencieux qui ont créé un autre mythe nordique, non pas sur la force brute, mais sur la discipline rigoureuse de la forme, capable de résister à la fois à la peur et à l'orgueil de la lignée. Derrière cette discipline se cachait un roi dont le surnom était à jamais associé aux lois, ainsi que des clercs habitués à mesurer les passions à l'aide de pages.
Leur alliance n'a pas mis fin à la pauvreté, au froid, aux maladies et aux hivers rigoureux. Mais elle privait ces hivers du droit de dicter à quelle vitesse et de quelle manière les adultes devaient partager leur lit. Dans cette histoire, le plus effrayant n'est pas la punition, ni les interdictions. Le plus effrayant, c'est le détail avec lequel l'Écriture parvient à desserrer les doigts étrangers qui serrent la gorge d'autrui. Il n'y a pas de miséricorde, mais il y a une limite. Et lorsque dans une autre maison communautaire, deux familles dressent à nouveau la table, l'objet le plus important dans la pièce n'est pas les coupes ni les cadeaux. L'objet le plus important est le livre dans lequel on peut inscrire la volonté d'union et la volonté de report, afin que même les personnes fortes soient obligées de vivre à côté de cette volonté, et non au-dessus d'elle. La coutume nordique de décider des destins autour d'une longue table près du foyer respirait la chaleur. Mais le droit a appris à refroidir cette chaleur par une procédure rigoureuse. Là où le clan considérait le mariage comme faisant partie de ses possessions, le texte fixait les limites de l'union, ce qui devait être vérifié par l'Église, ce qui relevait du représentant royal, les étapes qui ne pouvaient être brûlées lors du conseil de famille. Au cœur même de cette bifurcation se trouvait un accord sur les limites du pouvoir, ecclésiastique et séculier, qui stipulait que les affaires matrimoniales, les formes de conclusion du mariage et les obstacles à celui-ci relevaient de la compétence de l'Église, tandis que la contrainte et la violence, même si elles étaient dissimulées sous le discours de la paix entre les cours, relevaient de la justice séculière. Il ne s'agissait pas d'un compromis pour la forme, mais d'un équilibre dans lequel ni le clan ni la paroisse ne pouvaient, d'un seul geste, bouleverser la vie d'un adulte. La doctrine ecclésiastique donnait au tribunal l'instrument le plus froid, les seuils d'âge du consentement et la règle de la maturité. Les canonistes ont répété pendant de nombreuses années la même formule. L'union naît de la volonté d'adulte. Pour une jeune fille, le seuil de maturité était considéré comme étant d'environ 12 ans. Pour un jeune homme, d'environ 14 ans. La promesse d'un futur mariage pouvait être enregistrée avant ces seuils, mais la vie commune devait être reportée jusqu'à la maturité. En cas de doute, le tribunal avait le droit de séparer les lits, tout en conservant l'union comme forme juridique. Cela semblait sec, mais c'était précisément cette sécheresse qui offrait un refuge contre les cris. Le papier permettait aux adultes de dire « plus tard » et d'obtenir derrière ce « plus tard » une protection, et non une nouvelle forme d'humiliation. La codification royale reprenait cette logique et la rendait visible comme un rituel artisanal. D'abord, la déclaration d'intention, afin que tout adulte puisse faire valoir un obstacle. Ensuite, la vérification des liens de parenté et des dettes. Puis, l'enregistrement des dons et des biens, afin que l'économie de la famille ne devienne pas un boulet. Puis, l'enregistrement de l'union par l'Église et, si l'une des parties le demande,
une décision de report de la vie commune jusqu'à la maturité, avec des obligations d'entretien et une liste des biens scellés. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans cette échelle. Elle rappelait simplement les étapes à suivre. La loi elle-même, rassemblée sous le règne du roi, célèbre comme faiseur, a maintenu le pays pendant des siècles et a ainsi transformé des coutumes disparates en un itinéraire unique que l'on pouvait suivre sans laisser de sang sur le seuil. Dans les registres des paroisses et des Teng du Nord, cela ressemblait à une longue comptabilité de la volonté humaine. La partie adulte, qui insistait pour obtenir un report, restait sous le toit, mais sans lit. Le coffre contenant les clés était sous inventaire et scellé. Le feu et le pain étaient facturés à un prix déterminé à l'avance. Les visites de la famille étaient chronométrées et se déroulaient en présence de témoins. Les tentatives de correction rapide par le bruit et la force étaient classées comme affaires civiles avec des sanctions en faveur de la partie lésée. Il n'y avait pas d'héroïsme dans ces affaires. Il y avait une cohérence dans laquelle chaque étape mettait fin à l'inertie clanique qui divisait les gens en fidèles et obstinés. Et c'est précisément cette cohérence qui obligeait les plus forts à faire preuve de prudence. La voie du couteau menait à l'arbitraire punissable. La voie de la misère menait au retour des dons et à une amende pour avoir tenté d'exercer une pression par la faim. Le mythe du mariage secret du Nord, prétendument respecté pour le bien de la paix, s'est effondré à l'aube de sa publication. Sans intention déclarée, sans vérification des obstacles et sans formalité, l'Église ne reconnaissait pas le mariage, et la partie royale n'acceptait pas le silence familial comme argument. Le silence n'était pas considéré comme une vertu, mais comme une condition propice aux abus. Une vie commune commencée en silence, en présence d'un report préalablement fixé, était interprétée comme une violation de l'ordre, avec une sanction pour ceux qui l'avaient organisée. Ainsi, le document retirait des mains du clan son décor préféré, l'union rapide, créée à voix basse, et le remplaçait par un stand avec des sceaux et des dates, où les chuchotements se transformaient en lignes et cessaient de contrôler les corps. L'aspect économique était particulièrement perceptible. Les dons, qu'il s'agisse de coffres ou de droits sur une partie du troupeau, perdaient leur rôle de moyen de pression. Si la vie commune était reportée de manière formelle, le don de la partie qui n'avait pas enfreint l'ordre était protégé. Toute tentative de récupérer le don pour cause de lenteur était considérée comme un abus de pouvoir et entraînait le remboursement de la valeur du don et une pénalité supplémentaire. Le montant du don matinal était fixé séparément afin qu'il ne se dissolve pas dans le budget familial et ne devienne pas un moyen de coercition. Le tribunal ne discutait pas de l'amour. Le tribunal comptait les tonneaux, les bougies et le pain. Et c'est précisément cette arithmétique qui a mis fin aux anciennes méthodes de pression plus rapidement que n'importe quelle rhétorique. Là où l'union touchait différentes zones juridiques,
îles maritimes, paroisses frontalières, les nordistes avaient déjà un remède contre les disputes sur les coutumes étrangères. Ramener la forme à un dénominateur commun. La proclamation, selon notre ordre, les obstacles, selon notre liste, le report du lit, selon nos lignes. Il n'y avait là aucune fierté. C'était l'habitude de protéger les adultes de la même manière s'ils entraient dans une maison sur notre terre. À ce sujet, on aimait raconter des histoires selon lesquelles les lois étrangères ne comprendraient pas notre honneur. Mais au final, les rumeurs perdaient. Moins de violence, moins de disputes à la porte, moins de confiscation sous prétexte de instruction. Le livre du roi fonctionnait comme un barrage silencieux, égalisant le flux trouble. Dans ce barrage, les planches se fendaient parfois. Il arrivait que le sursis ne protège pas contre une intrusion brutale de la famille, qu'un adulte soit retiré de la protection sous prétexte d'une réconciliation rapide, que la menace soit dissimulée dans des prières d'obéissance. Ces épisodes se terminaient par des sanctions séculières et des lignes sèches. Qui est intervenu? Quelle menace a été proférée? Ce qui a été indemnisé. Pas de scène, seulement des cachets. Le pouvoir gardait un ton indifférent plus effrayant que le tonnerre. L'indifférence ne signifie pas l'indifférence, cela signifie que la beauté du discours ne changera pas l'issue si la publication, l'inventaire et la décision de report sont sur la table. Là où le clan jurait, la paix, le document rappelait. La paix, c'est la signature d'une dépense pour du bois et du pain et un coffre non ouvert, et non une main étrangère qui vous entraîne vers le lit. Et inversement, tous les reports ne se transformaient pas en pause éternelle. Dans ces mêmes livres, on trouvait de brèves notes où, une fois la maturité atteinte, les parties confirmaient leur volonté de vivre ensemble. Date, témoins, nouvelle vérification des obstacles, nouveau comptage du coffre, confirmation du cadeau du matin. La maison changeait tranquillement de régime. L'Église indiquait que l'union était désormais complète. La partie laïque mettait fin à la protection antérieure. Pas de légende, juste une vie dans laquelle la forme avait aidé les gens à traverser une période difficile sans se briser. Ces dénouements figuraient rarement dans les récits ultérieurs, car ils ne comportaient pas de crise. Mais c'est précisément elle qui montrait pourquoi, dans le Nord, l'établissement des lois s'était avéré plus fort que le chant clanique. Parce que le chant n'a ni date ni cachet, contrairement à la forme. Derrière tout cela se profilait la longue ombre du livre royal, un recueil qui a traversé les siècles et qui a ramené, par ses racines profondes, le pouvoir sur le mariage dans un cadre où la volonté des adultes prime sur l'intérêt du clan. Le Nord restait rude. La pauvreté, les hivers, les maladies ne demandaient pas la permission. Mais la manière et le moment où les adultes transformaient l'union en lit commun cessaient d'être une scène pour la famille.
La priorité était donnée au consentement et à la forme légale, et non à la danse des cadeaux et des poignées de main. C'était là le curieux humanisme nordique sans mots sur l'humanisme. Le respect de la règle en bois, de la date, du sceau et du droit de l'adulte de dire « oui » et plus tard, de telle sorte que personne n'osait intervertir ces mots. Et lorsque le prochain festin commençait par le même murmure sur la paix, l'objet le plus important sur la table était à nouveau le livre, non pas pour les prières, mais pour la vie. Au sein de ce système, la comptabilité foncière occupait une place particulièrement importante. Dans le Nord, une maison était rarement isolée des champs, des pâturages et des droits sur la forêt. Le clan considérait que l'union était un moyen de mettre la main sur les terres d'autrui. Le livre royal brisait cette logique par un procédé banal. Tant que la vie commune est reportée, la disposition des terres communales et des biens mobiliers est sous le contrôle d'un adulte responsable parmi les témoins, et les transactions conclues au nom de l'intérêt familial sont susceptibles d'être annulées si elles sont reconnues comme une pression sur la partie qui a obtenu le report. Suivait ensuite une liste succincte qui est autorisée à nourrir le bétail, qui enregistre les recettes provenant de la vente du poisson et du fromage, qui est tenu de rembourser les frais pour l'hiver, si la famille a tenté de raisonner la persévérance par la faim. Là où auparavant les anciens se vantaient de leur pouvoir sur le sac de céréales, un cahier discret avec des signatures et des dates faisait son apparition, et les céréales cessaient d'être une ceinture de sécurité pour redevenir de la nourriture. Ce même cahier protégeait également le mot « consentement » pour qu'il ne devienne pas un son vide de sens. Si un adulte affirmait que la volonté avait été extorquée sous la menace, le tribunal ne se contentait pas de déclarations générales sur l'honneur. Le tribunal recherchait 6 éléments simples: la publication des intentions, la vérification des obstacles, l'enregistrement du formulaire, la mention du report, l'inventaire du coffre, la liste des témoins. En l'absence de l'un de ces éléments, la famille perdait le droit de se référer à « tout est déjà décidé » et l'union n'était pas considérée comme conclue tant que le formulaire n'était pas corrigé. Aucune réparation d'honneur retentissante n'était prévue. Il était prévu de tamponner et de répéter les étapes. Ce n'était pas cela qui heurtait la mémoire du clan, mais l'inévitabilité. L'ordre était le même pour les riches et les pauvres, pour la cour des pêcheurs et la cour au bord de la route. Et c'est pourquoi les anciens noms n'ouvraient plus les portes sans frapper. Plus près de la mer, où les alliances étaient scellées par des transports et des ports dans les navires, le débat prenait une autre dimension. Quelle signature avait force de loi sur les registres commerciaux si le lit était fermé jusqu'à la maturité? Ici, la partie royale préférait une solution complexe mais honnête. Une répartition économique conjointe sans mélange des corps. Jusqu'à l'âge requis,
La partie qui avait obtenu un report continuait à disposer de ses biens mobiliers et d'une partie de ses revenus, et les transactions importantes nécessitaient une double signature et la mention d'un témoin. Une étape supplémentaire sur le quai supprimait l'ancienne pratique selon laquelle le clan déclarait l'accord commercial comme preuve d'une vie familiale normale. Désormais, les preuves étaient remplacées par la voix. 2 signatures figuraient sur le papier et une décision de séparation de corps était affichée sur les portes. Et toute tentative de s'opposer à cette union était sanctionnée par une punition sociale. Ce qui ressemblait à une série de détails insignifiants sauvait en réalité les adultes de cette pédagogie familiale dont on composait plus tard des légendes édulcorées. Les légendes laissaient entendre que la dureté de la terre exigeait des moyens sévères. Les cahiers laissaient entendre que la sévérité cachait généralement la recherche d'une dot. Le tribunal ne contestait pas la rigueur des hivers, mais il leur retirait le droit d'être l'allié de la violence. Si un clan expulsait un adulte de chez lui pour son intransigeance, la paroisse prenait l'expulsé sous sa protection, lui attribuait une pension provenant des sources indiquées et considérait cela non pas comme de la charité, mais comme l'accomplissement d'un devoir. La violence devenait une dépense et non un argument. C'est dans cette comptabilité que résidait la moralité la plus tangible, même si le mot « moralité » n'était jamais prononcé. Les mariages lointains, où les intérêts familiaux se heurtaient aux lois voisines, étaient particulièrement délicats. Les mots « notre honneur » roulaient généralement sur la table avec les tonneaux, mais la procédure restait simple. Annonce des intentions. Dans la paroisse du lieu de résidence, vérification des obstacles, selon la liste de la terre où vivra l'union, enregistrement du formulaire, selon la coutume ecclésiastique, report, selon le livre royal, si l'une des parties le demande. Les objections concernant les coutumes étrangères étaient étouffées de la même manière que les cris domestiques, par un cachet et des signatures. Les adultes retrouvaient le droit de ne pas être transportés à travers le détroit comme du fret. Dans de rares cas, le litige aboutissait à un refus mutuel. Et alors, le papier mettait les points sur les i. Restituer les cadeaux échangés. Rembourser les frais des témoins. Clore le livre comme une union non aboutie. Les légendes qualifiaient ces affaires de honte, les registres les qualifiaient de épuisés dans la forme. Et c'était bien plus honnête que de traîner 2 personnes à travers la vie pour le profit de la cour. Le Nord ne cachait pas que l'Église détenait la clé de la forme. L'inscription dans le registre paroissial rendait l'union légale au sens juridique. Et c'est précisément cette inscription qui permettait à la partie laïque d'intervenir lorsque le clan tentait de contourner le report par des cris ou des ruses. Pour la même raison, le silence était dangereux. Les promesses secrètes, conclues sans publication des intentions,
et sans vérification des obstacles, n'apportaient aucune protection. Elles apportaient de la vulnérabilité. Il suffisait qu'une des parties déclare subir des pressions pour que ce rituel s'effondre, car il avait été initialement conclu dans un lieu où l'abus est plus facile à vivre, dans l'ombre. La justice ici ne semblait pas être une grande idée, mais plutôt une lampe dans le couloir. Allumée, elle permettait de voir les visages, les cachets et les dates. Éteinte, elle permettait de faire passer les gens par la porte. Il y avait toujours des rumeurs autour de la lampe selon lesquelles le clan et la paroisse savaient tout de même s'entendre sans procès, pour la paix. C'était parfois le cas. Et alors, tout semblait correct. Annonce, vérification, enregistrement, report, contenu, témoin sur place. Mais le plus souvent, le mot « paix » cachait une lassitude que l'on essayait de résoudre dans le lit d'autrui. C'est précisément pour cette raison que les Lettres du Nord ont obstinément maintenu l'interdiction de couper court. Il était impossible de réparer rapidement l'union au milieu de la nuit et de considérer l'affaire comme gagnée. Il était impossible d'apporter à la paroisse un signe de consentement obtenu par la persuasion ou la menace. Tout ce qui était obtenu de cette manière devenait sans valeur devant le juge. C'était la seule façon pour que la procédure reste plus forte que la rhétorique et que les adultes restent plus forts que leur propre peur. Le mariage était toujours lié à la succession, et là aussi, les avis divergeaient. La famille estimait que tant que le lit n'était pas ouvert, le droit du sang pouvait être interprété plus librement, et le don pouvait être révoqué ou redistribué. La Cour répondait de manière brusque, mais prévisible. Si l'union était reconnue et reportée pour la forme, toute tentative de s'appuyer sur le caractère incomplet du mariage pour redistribuer l'héritage était assimilée à un abus, et la partie lésée avait droit à une compensation. Ce n'était pas de la générosité, c'était la défense d'une voie impraticable, où chaque pas était frappé par le long bâton de la coutume. Dans les rares cas où les parties se séparaient, après avoir atteint la maturité sans avoir commencé à vivre ensemble, ces mêmes registres permettaient de régler les comptes sans dispute. Restitution confirmée par des témoins, inventaire corrigé, sceau retiré. Avec le temps, un autre détail est apparu dans ces affaires, qui était peu mentionné dans les chroniques, mais qui avait beaucoup d'importance dans les cuisines. Les gens ont appris à prononcer à haute voix le simple et difficile plus tard, sans crainte. Non pas parce que le cœur des gens du Nord s'était adouci, mais parce que derrière ce mot se cachait soudainement toute une infrastructure, une paroisse où l'on lit les intentions, un tribunal qui fixe la pension alimentaire, des témoins qui n'ont pas honte de signer le document, et une maison dans laquelle personne ne viendra s'introduire pour corriger. Ce plus tard a cessé d'être une audace personnelle pour devenir une formule juridique. Et, comme toute formule, il apaisait les esprits échauffés mieux que les sermons.
Les canonistes, bien sûr, n'écrivaient pas sur le climat nordique, ils écrivaient sur la volonté et la maturité. Le camp royal n'écrivait pas sur la beauté. Il écrivait sur les signatures et les dépenses en bois de chauffage. Ensemble, ces textes constituaient une défense qui réduisait la pression familiale à la frontière, même où l'on brisait autrefois les gens, entre la maison et le lit. La proximité différée n'était pas une honte, mais un moyen de ne pas se rabaisser et de ne pas briser l'autre. Le compromis était simple. D'abord, la forme légale, puis les corps légaux. Tout le reste n'était que l'arbitraire, avec les conséquences prévisibles. La scène la plus effrayante se produisait lorsque le papier arrivait à la maison après la rupture. Il y avait des cas où le clan faisait tout de même pression, où un adulte était traîné de force sur le lit d'un étranger, où les hommes du voisinage, adultes et robustes, pensaient aider l'honneur. Le cahier consignait brièvement ces faits: nom, date, lieu, préjudice, punition, réparation. Et dans ces quelques lignes, il n'y avait pas de grandes idées de justice, mais la certitude glaciale que la forme est plus forte que la meute si elle est protégée. Dans le Nord, le mot « droit » était rarement prononcé avec chaleur, mais c'est précisément la froideur des notes qui redonnait parfois aux gens la possibilité de respirer. Cette possibilité ne rendait pas les unions plus heureuses, mais elle rendait plus honnêtes. Là où deux cours se séparaient parce que, plus tard, devenait jamais, le tribunal n'essayait pas de ramener l'amour. Le tribunal fermait les livres et permettait de continuer à vivre sans honte éternelle. Là où plus tard devenait maintenant, l'Église et la paroisse remplissaient discrètement les lignes vides, et la maison reprenait son cours normal, comme s'il n'y avait pas eu de tempête. Dans les deux cas, le cap restait le même, le consentement des adultes et la forme légale. Et chaque fois qu'un nouveau festin commençait par des discussions sur les avantages, on posait sur la table un objet peut-être pas très beau, mais très important. Cette feuille où l'on pouvait écrire sa volonté en lettres telles que même les parents les plus puissants ne pouvaient les changer de place. Dans les registres paroissiaux et les tengues, une autre couche apparaissait progressivement: l'organisation du travail du consentement. Les parties dont la vie commune avait été suspendue par le tribunal vivaient dans un régime de maison commune sans lit, des coffres séparés sous scellés, un foyer commun comptabilisé, des visites familiales à heure fixe et en présence de témoins, les revenus consignés dans un cahier, les transactions importantes uniquement avec double signature. Pour les clans, cela ressemblait à une humiliation de leur pouvoir habituel. Mais pour les adultes, c'était un moyen d'arriver à leur oui, sans heurts ni cris. La paroisse ne consignait pas les émotions, mais les objets. Combien de bougies étaient allouées par mois? Qui transportait la farine? Qui avait la clé du coffre? Quel rouleau était conservé par le gardien afin qu'il puisse être réclamé à tout moment? Si la famille tentait d'accélérer,
les événements s'en faisant pression par la faim ou le froid, les papiers réclamaient la restitution des biens et imposaient une amende, et l'inventaire des biens s'enrichissait d'une nouvelle ligne, rembourser ce qui avait été perdu. Ainsi, le mythe selon lequel une terre rude exige des moyens rudes se heurtait à chaque fois à la facture pour le bois, le pain, la laine et la cire à bougie. Les affaires les plus graves se produisaient là où le clan ne croyait pas que le papier était plus fort que la nuit. Il y avait des tentatives de transférer le lit dans la maison sans décision du tribunal, sous le prétexte d'une réconciliation rapide, où un adulte était pris au piège par des persuasions et des menaces. Ces épisodes ne faisaient pas l'objet de récits détaillés. Ils étaient consignés comme de simples crimes contre la volonté. Qui les avait commis, quand, où, quelle peine et quelle compensation avaient été prononcées. La partie royale gardait un ton indifférent et commettait ainsi le pire. Elle privait la scène de son attrait. La force secrète cessait d'être une affaire d'honneur. Elle devenait une dépense avec indication des montants et des délais. L'arrivée et le ting, associés à la codification, privaient la famille de son principal outil, la rapidité. Lorsque la rapidité a cessé d'être un avantage, la politique clanique a dû apprendre à attendre la maturité avec ceux qu'elle avait l'habitude d'appeler les siens. La forme ecclésiastique occupait dans ce mécanisme la place d'une lampe près de la porte. La proclamation publique des intentions, la vérification des obstacles, l'inscription dans le registre et, si l'une des parties le demandait, la décision de report transformait la pièce sombre en un espace où il était difficile d'emmener quelqu'un sans faire de bruit. Dans les mœurs nordiques, des histoires circulaient depuis des siècles sur des rites secrets, prétendument respectés pour la paix, mais le document voyait les choses autrement. Sans annonce, sans vérification, sans registre, il n'y a pas de mariage, mais de la vulnérabilité. Plus le mot « paix » était prononcé fort, plus le tribunal vérifiait attentivement s'il ne cachait pas une tentative de contourner la formule du consentement. Ici, le registre et la paroisse disaient la même chose. La forme est plus importante que la légende, car la forme protège les faibles dans les moments les plus difficiles. L'économie devançait la morale dans un autre domaine également. Les dons que le clan aimait transformer en levier perdaient de leur force. Le don du matin était fixé séparément, avec une clause de report, afin qu'il ne disparaisse pas dans le budget global et ne devienne pas un prétexte pour renvoyer les gens au lit au nom de la justice. Sur la côte maritime, où les mariages étaient liés par des ports dans les navires et des récépissés d'entrepôt, une protection encore plus subtile était mise en place. Une liste commune des biens sans mélange des corps. Jusqu'à l'âge de la maturité, les parties menaient leurs affaires en tant que partenaires patrimoniaux et non en tant que conjoints dans le lit. Toute tentative de transformer la signature marchande
en preuve d'une vie familiale normale, s'écroulaient devant la décision de séparation des lits. Sur le quai, cela n'avait rien de romantique, mais plutôt d'ennuyeux. 2 signatures, des témoins, une mention de la décision, un cachet. C'est précisément pour cela que cela fonctionnait. Lorsque les unions franchissaient les frontières des zones juridiques, le régime du dénominateur commun s'appliquait. Les intentions étaient annoncées sur le lieu de la future vie. Les obstacles étaient vérifiés selon la liste de cette terre. L'enregistrement du formulaire selon les statuts de l'Église, le report selon le livre royal. Les différentes traditions juridiques se sont affrontées pendant des siècles. Mais en matière de consentement, le Nord a maintenu sa ligne. Les coutumes étrangères ne doivent pas jeter une ombre sur la maison, dans laquelle il est plus facile de tenir une personne à la gorge. Cette ligne n'était pas une question de fierté, mais de prévisibilité. Les légendes claniques aimaient convaincre que, là-bas, on comprend l'honneur différemment. Les chiffres le prouvaient. Là où la procédure était menée à son terme, il y avait moins de violence, moins d'arbitraire, moins de maisons détruites. Ce mécanisme avait aussi des revers. Chaque report ne devenait pas un pont vers une vie commune. Les archives mentionnent des dénouements où, une fois la maturité atteinte, les parties ne confirmaient pas leur volonté. Le tribunal mettait alors fin à l'union sans faire de scène. Restitution des cadeaux selon les listes. Remboursement des frais des témoins. Retrait des sceaux. Libération de la maison. Mention épuisée selon la forme. Cette issue était considérée comme froide, mais c'est elle qui sauvait les gens d'un long et humiliant épuisement dans la chambre à coucher, où ils étaient attirés par politesse envers le monde entre les cours. Le humanisme nordique ne s'admirait pas. Il autorisait une rupture honnête afin que le non ne sonne pas comme un crime. À l'autre extrémité de l'échelle se trouvaient les affaires où, plus tard, devenaient maintenant, tout aussi discrètement. Le paroisse inscrivait la date, le tribunal levait la garde, les témoins signaient, la maison reprenait son cours normal. Ces inscriptions ne devenaient pas des chansons, mais elles maintenaient l'air que respirent les adultes. La résistance la plus acharnée ne venait pas des chansons, mais des réserves. Loin de là, toutes les familles n'étaient pas prêtes à laisser le coffre et les clés à la personne qui avait obtenu un report. Les tentatives de mettre de l'ordre dans l'économie étaient rapidement réprimées. Le transfert arbitraire d'objets était considéré comme un abus de pouvoir. Si les objets avaient le temps de disparaître, le tribunal ordonnait le remboursement de leur valeur et allait plus loin en imposant une interdiction d'accès plus stricte. Parfois, on désignait un gardien de la paroisse, non pas pour surveiller les gens, mais pour surveiller la porte, afin que le sceau ne soit pas brisé pendant la nuit. Ces décisions semblaient humiliantes pour les puissants, mais elles étaient la seule garantie que le papier resterait sur la table jusqu'au matin. C'est ainsi que le droit a appris à fonctionner
comme un charpentier. Placez une traverse, là où l'ouverture se brise. La question de la succession était un sujet à part. Les familles tentaient de jouer sur le caractère incomplet du mariage. S'il n'y a pas de lit, cela signifie qu'il est possible de simplifier les liens du sang et de redistribuer les parts futures. Le tribunal a coupé court à cette voie, assimilant de telles manœuvres à un abus de procédure. Si l'union est reconnue et reportée dans la forme, l'incomplétude ne donne pas droit à un partage. Sinon, le report serait réduit à un mot vide de sens. La réponse a été sèche et prévisible. Indemnisation de la partie lésée. Restitution des biens illégalement redistribués. Inscription dans le registre des infractions. La gravité de cette sévérité a été le principal soutien lorsque le mot « plus tard » est devenu un droit et non un prétexte pour la chasse. Les canonistes, dans leur recueil, ne connaissaient pas les eaux noires du Nord, n'écoutaient pas les vents hivernaux, mais leur formule maintenait la maison mieux que des poutres. Ils donnaient au tribunal le droit de séparer les lits avant la maturité, et de considérer cela non pas comme une honte, mais comme une protection de la volonté. La codification royale cachait ces formules dans l'ordre quotidien. Paroisse, inventaire, sceau, témoin, gardien. Ensemble, ils créaient un type étrange de pouvoir, le pouvoir de la prévisibilité. Les adultes pouvaient dire « oui » et « plus tard » avec la même assurance, car derrière ces deux mots se cachait la même technique. Une lampe près de la porte, un livre sur la table, un sceau sur le coffre, la clé dans la bonne main. Cette technique avait aussi ses points faibles. Parfois, les témoins étaient apparentés, parfois on apportait des cadeaux aux gardiens, parfois la paroisse perdait des feuilles. La partie royale ne réagissait pas par la colère, mais par des réparations. Remplacement des témoins par des voisins, interdiction d'accepter des cadeaux, duplicatas des registres, listes supplémentaires. La mauvaise nouvelle était que les abus n'avaient jamais disparu. La bonne nouvelle était que les abus n'avaient pas le monopole de la rapidité. La routine les rattrapait. Ce fut la principale défaite du clan. Il perdit le droit de décider là où tout semblait encore être son domaine. À long terme, c'est la routine qui a laissé une empreinte plus profonde que n'importe quelle victoire. Les formules suivantes sont devenues le langage des maisons, dans les limites de la forme, annoncé et vérifié, lit fermé jusqu'à maturité, clé entre les mains de telle personne, coffre sous tel sceau. Ces expressions ont remplacé les menaces et les allusions habituelles. Elles n'ont pas rendu la vie plus chaleureuse, mais elles l'ont rendue plus honnête. Et lorsque, des années plus tard, un nouveau festin commençait à résonner de paroles sur le profit et la paix, ce n'était plus une coupe, ni un couteau, qui se trouvait au centre de la table, mais un livre. Pas une icône, ni une chanson, mais une feuille sur laquelle on pouvait écrire sa volonté de telle sorte que ni le froid, ni la pauvreté, ni l'autorité familiale ne puissent en changer les lettres. C'est ainsi que se formait le compromis nordique, sans beau titre. L'accord des adultes passait avant la fierté clanique. La forme légale,
passait avant la précipitation et les chuchotements. Le lit reporté avant les légendes sur la paix à tout prix. Et cette séquence avait plus de dignité que 1000 discours. Car la dignité n'est pas un mot fort sur l'honneur, mais une clé qui reste à celui qui a dit « plus tard » et un sceau qu'on ne peut pas briser pendant la nuit.